l'honneur de recevoir ce soir Moustapha Safouan, donc dans le cadre de ce séminaire dont je rappelle le titre clinique de la culture et sujet de la modernité. Bon, le sujet de la modernité, ça implique d'emblée évidemment qu'on mette en place ce qu'on a appelé, soit avec Freud, une théorie de la psychologie collective, soit ce que j'ai appelé de manière beaucoup plus maladroite l'anthropologie psychanalytique, qui est un thème, un texte, un mot connu par Lacan, mais enfin que j'ai repris quand même. Naturellement, donc on pouvait qu'inviter Moustapha Safouan à venir parler de l'état de la civilisation, au fond, qu'elle est. Alors, son titre, Regard sur la civilisation oedipienne, évidemment, pose un certain nombre de questions. Je vais essayer de présenter rapidement le texte pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Je crois qu'il est maintenant introuvable. J'ai bien compris, il est épuisé. Beaucoup m'ont dit qu'ils l'ont cherché sans le trouver. Bon, alors je vais essayer d'être rapide pour aller à l'essentiel, puisque vous n'êtes pas venu pour m'écouter, Moustapha Safouan, naturellement, et qui est pour lui poser un certain nombre de questions. Alors, pour introduire donc rapidement quand même à cette soirée consacrée au regard de Moustapha Safouan sur la civilisation oedipienne, je voulais d'abord prélever une phrase de son ouvrage qui pourrait vraisemblablement toujours guider l'expérience analytique et devrait aussi guider nos échanges. Alors cette phrase que j'ai prélevée, c'est celle-ci, elle est brève mais elle me paraît axiomatique. L'intelligence est toujours dans l'expression, jamais dans l'opinion. Alors c'est une phrase qui va loin. Je ne vais pas la développer maintenant, simplement je voulais la placer en exergue d'une certaine manière pour ce séminaire. L'ouvrage lui-même est donc un ouvrage qui est d'abord historiquement documenté, avec une ambition immense, puisque d'une certaine manière il embrasse l'ensemble du tracé de la civilisation oedipienne, de ses sources grecques du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à notre actualité, on peut l'appeler modernité tardive et scientifique. Alors, l'ouvrage emprunte même des routes comparatives, évoquant par exemple, au fond, ce qu'il en est, disons, de la civilisation de la presqu'île d'Arabie, où indique Safouan, deux points, je le cite, le modèle d'autorité fut l'empereur, alors qu'en Grèce aurait plutôt présidé l'autorité d'une sorte de pater familias, différence anthropologique qui aurait toutes sortes de conséquences cliniques, dont le choix pour le 1 monarchique, soutient-il, côté Moyen-Orient, et choix du désir pour la Grèce, du fait, dit-il, de la magie de l'argent. Alors, on peut se poser la question, naturellement, de ce que c'est que cette notion de civilisation oedipienne. C'est une question que je vais lui poser. Vous voulez rentrer peut-être ouais. Rentrez, prenez des chaises, on va faire le plus possible. Bon, alors, je reprends après cet intermède, donc très rapidement. Donc, démarche anthropologique, vous voyez, l'ambition forte, sont caractérisées pour une part des cas de civilisation qui n'auraient pas exactement les mêmes choix. Je répète, en 1 monarchique côté Moyen-Orient, choix du désir pour la Grèce, du fait, dit-il, de la magie de l'argent. Naturellement,
naturellement, donc, ça pose la question de ce que c'est qu'une civilisation oedipienne. Est-ce que civilisation et Oedipe, c'est différent? Au fond, ce n'est pas le point de vue de Freud, parce que pour Freud, il y a une sorte d'universel de l'Oedipe, je crois. Par contre, Lacan, lui, a laissé ouvertes les possibilités d'apercevoir des névroses qui fonctionneraient de manière autre qu'oedipienne, c'est-à-dire, au fond, avec d'autres mythes. Alors, donc, cette différence anthropologique majeure, on fermera. Alors, cette différence anthropologique majeure entre deux civilisations ne fonctionne pas exactement de la même manière, selon Mustapha Safwan, n'est-ce pas? Donc, je me demande, premièrement, est-ce qu'elles ont droit toutes les deux à cette idée de civilisation oedipienne ou pas? Et deuxième point, quoi qu'il en soit, si j'ai bien lu Mustapha Safwan, il nous dit la racine de la névrose de toute façon reste la même. Qu'est-ce qu'une névrose? Au fond, on peut vous demander. Ben, voilà la réponse, c'est une passion d'être qui conduit le sujet à méconnaître son manque à être et qui s'inscrit religieusement dans la différence entre les hommes et les dieux, tel que Lacan, tirant en quelque sorte Dieu de sa cachette, le trouve ancré dans la signification de la métaphore paternelle. Alors, cette question, donc Dieu, du point de vue de Mustapha Safwan en tous les cas, est ancrée dans la signification de la métaphore paternelle. Alors, ce qui peut se soutenir de multiples points de vue, mais évidemment, ça pose la question, en contrepartie, de comment l'expérience analytique complète cette production divine, disons, de par le simple fait de la mise en jeu de la métaphore paternelle. Est-ce que, ma question serait, au fond, est-ce que cette idée de la métaphore paternelle qui accouche à tous les coups d'une logique divine, est-ce qu'elle va bien avec la théorie, au fond, du nom du Père, lacanienne? Donc j'essaie, moi, de faire une archéologie critique en la ramenant cette idée à un signifiant d'exception, Lévi-Straussien, qui a donc des assises structuralistes, et que Lévi-Strauss traduit par le machin ou la chose, et que les civilisations, c'est vrai, traduisent souvent par Dieu. Alors, la question que je me pose, c'est celle d'une idéalisation, au fond, de la théorie du nom du Père chez Lacan, parmi les lacaniens, c'est-à-dire parmi nous-mêmes, une idéalisation religieuse de la notion. Je me demande dans quelle mesure est-ce qu'elle est naturellement grosse de cet idéal religieux ou pas. Bon, autre question massive sur laquelle on aura le temps de revenir, puisqu'au fond, tout le projet, je trouve, enfin, une de manière de lire ce texte, qui est un texte important qu'il faut lire, est évidemment un texte qui reprend une des deux questions essentielles de la psychanalyse, de savoir qu'est-ce qu'un père. Bon, c'est ça, il me semble, l'essentiel de ce travail, étant donné qu'entre que veut une femme et qu'est-ce qu'un père, je crois qu'on a balisé une bonne part de la psychanalyse. Des questions analytiques qui sont sans cesse, naturellement, à reposer, parce que notre activité est d'actualiser sans cesse l'état du malaise dans la culture. Donc, de ce point de vue-là, la tâche est infinie. Donc, avec Mustapha Safwan, on va se demander quel est l'état de la civilisation oedipienne, si tant est qu'elle soit encore en acte aujourd'hui. Donc, voilà les deux questions. Ensuite, on a un développement très important et très intéressant, je trouve, je parle de l'ouvrage très rapidement, très intéressant sur quoi qu'il en soit, donc, on a bien compris, quoi qu'il en soit des différences anthropologiques, de toute façon, les névroses sont montées de la même manière. L'idéalisation, disons, divine qui suinte, disons, de l'activité du nom du Père, ce sont des questions. Et puis, Mustapha Safwan, évidemment, développe la manière dont on prend tout ça dans l'expérience analytique, et qui peuvent se terminer, alors, de manière plus ou moins naturelle. Il pose la question des fins d'analyse, c'est-à-dire l'expérience
je dirais même pas l'expérience de la passe, mais enfin l'expérience des fins d'analyse, en travaillant en particulier Ferenczi, qui installe donc un acte qui indique le point où se termine une analyse avec l'arrêt de la répétition, une notion très simple, très intéressante, et je crois pas vraiment dépassée. Ensuite, il passe à Freud avec analyse finie, analyse infinie, naturellement. On retrouve la question du ROC, disons, de la castration, qui pour Freud est un point d'arrêt aux analyses, il faut bien le dire. Et ceci, quel que soit, au fond, le genre du sujet qui s'analyse, étant entendu que Freud met l'accent sur le complexe de masculinité de la fille. Du coup, on se retrouve, garçon et fille, dans les deux cas, du côté de la recherche des avoirs phalliques, ce qui pose nombre de questions, évidemment, sur ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un homme. Est-ce si vrai que ça? A-t-on envie de demander à Freud? Et bon, j'ai essayé, moi, de mettre l'accent avec Lacan plutôt, enfin, par la lecture de Lacan, sur la disharmonie entre les deux, l'avoir du côté des garçons, l'être phallique du côté de la fille, c'est pas tout à fait la même chose. Et il est probable que ça ne donne pas tout à fait, en tous les cas, c'est mon avis, les mêmes issues à l'expérience analytique. Alors donc, évidemment, Mustapha Safwan, qui a travaillé très longtemps avec Lacan, a aperçu la question et met en place la question du fantasme, qui est une sorte, je ne sais pas comment on pourrait le dire, d'au-delà, on a l'habitude de dire un au-delà des analyses freudiennes. Bon, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin on voit. Je me demande si cet au-delà, de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment les mêmes usages du fantasme chez la fille et chez le garçon, et est-ce que les fins d'analyse se font aussi de la même manière? Comment? Bah, ouvrez, oui, vous voulez. Ouvrez, prenez les chaises, installez-vous dans les couloirs. On peut faire rester debout. Ouvrez. C'est le niveau de la place. Ouais. Bon, alors, on voit... Bon, alors, donc je reprends rapidement le tracé. Donc, différences anthropologiques mises en place, question sur ce que c'est qu'une civilisation oedipienne. Toutes les civilisations sont-elles oedipiennes ou pas? Quoi qu'il en soit, donc, même névrose pour Mustapha Safwan. Question, comment on termine les fins d'analyse? Est-ce qu'elles se terminent toutes de la même manière, et est-ce que l'appareillage du fantasme est le même dans les deux cas, l'usage de l'appareillage du fantasme pour la fille et pour le garçon? Troisième point, si toutes les névroses sont les mêmes, naturellement, et seraient relativement indépendantes du coup des différences anthropologiques, évidemment, ça pose la question de ce qu'il en est de l'évolution du sujet de l'inconscient dans l'histoire. Et dans l'histoire aussi, d'une formation sociale, des formations sociales occidentales, puisque l'idée de Lacan, enfin une des idées de Lacan, je n'essaye pas de faire jouer, mais enfin, on peut faire jouer Lacan contre Lacan de ce point de vue-là pour essayer de voir que Lacan place au fond une évolution du sujet de l'inconscient occidental avec Hamlet, c'est-à-dire avec l'homme moderne, qui est défini précisément comme l'homme névrosé.
Donc pour Lacan, même naturellement, si on compte facilement le 5e siècle avant Jésus-Christ et propose comme une civilisation oedipienne, eh bien naturellement, le sujet de la névrose qu'il n'y avait pas, de son point de vue, c'est une question assez forte. Je ne suis pas absolument convaincu que c'est Lacan qui a raison à l'occasion. Lacan a l'idée que le héros antique, au fond, est libre de son acte. Donc, il n'est pas pris dans ce qu'on appelle la rançon du fantasme, qui emprisonne l'homme moderne dans une sorte de prison de verre qui empêche son acte, pour une part. Donc, on voit ici une différence historique, anthropologique mais historique, pas entre deux masses culturelles, qui, du point de vue de Lacan, en tous les cas, entraîne des différences importantes pour ce qu'il en est de la subjectivité, d'un côté névrose, de l'autre côté non. Bon, donc c'est une question. Et enfin, j'enjambe donc tout ce que j'avais à vous dire pour arriver aux dernières lignes, puisqu'il faut faire résonner ce texte dans son actualité. Alors, les dernières lignes, donc, Mustapha Safwan évoque la question de la procréation médicalement assistée, en particulier, la procréation médicalement assistée. Donc, avec cette idée que l'avancée de la science a un de ses traits, une de ses occurrences, est de déterminer biologiquement, d'attester biologiquement de la position du père biologique. Et de là, au fond, on arrive aux dernières lignes de cet ouvrage, de là je lis donc déchu de sa fonction comme signifiant du désir de la mère, le nom du père, vous voyez que tout tourne un peu autour de cette question du nom du père. Donc, déchu de sa fonction comme signifiant du désir de la mère, le nom du père perd sa magie métaphorique. Il y aurait une magie métaphorique qui ne va pas de soi. Donc, une question. Bon, voilà. Le nom du père perd sa magie métaphorique qui présidait à la fonction phallique à partir de cette expérience extrêmement localisée, au fond, dans notre société, même moderne, même scientifique, etc. Au total, il y a quand même très peu de sujets qui naissent dans ces conditions. La question est, est-ce qu'on peut vraiment opérer un diagnostic sur l'ensemble de la civilisation, notre civilisation, et ceci d'autant plus quand l'occasion, au fond, j'ai eu à m'occuper de sujets des sujets qui étaient nés par PMA, naturellement, ça ne les dispense pas de l'opération oedipienne. Parce que, évidemment, comme il le sait mieux que moi, face à Safwan, naturellement, le père vient par l'oreille, il vient par le langage, et que donc le sujet qui se met à parler se trouve plus ou moins, en tous les cas dans notre civilisation, qu'elle soit scientifique ou pas. Eh bien, le sujet, de mon point de vue en tous les cas, c'est mon expérience, mais elle est extrêmement limitée, et je la pose comme problématique. Au fond, je me suis aperçu que des sujets nés dans ces conditions étaient constitués dans leur mythe inconscient avec le mythe oedipien. Alors, c'est une question forte sur est-ce que, vous voyez, sur l'étendue du discours de la science, comme toujours pris dans ses ravages, etc. Bon, je crois que c'est une question forte sur l'état du malaise dans la culture aujourd'hui, et c'est une question que j'avais envie de poser. Alors, ensuite, donc l'idée, c'est que les individus se réduisent, alors je continue à lire la chute de l'ouvrage, les individus se réduisent aux consommateurs sans autre moyen que leur poche, ni de guide que leur goût sexuel ou autre. Sa Majesté le bébé lui-même devient de plus en plus un produit, voire une marchandise. C'est juste. On le voit de toutes les manières. C'est juste, mais de mon point de vue, encore suffisamment marginal pour qu'on ne puisse pas considérer ni les bébés de manière générale comme des marchandises, même s'il y a une marchandisation du corps incontestable. Alors, et au fond, ce monde qui est ressaisi par Mustapha Safwan comme un monde de consommateurs, bon, ça va bien évidemment avec les théories sociologiques assez faibles par ailleurs, de la théorie de la consommation, qui sont quand même
assez faible parce que le sujet est consommateur, il est producteur, il est beaucoup d'autres choses. Mais enfin, cette question est à poser sur l'importance, au fond, du discours de la science. Et est-ce que ça laisse ou pas, systématiquement, au fond, moi j'aurais plutôt envie de dire que la science et la psychanalyse vont ensemble, parce que ce qui est rejeté du discours de la science, bah, évidemment, la science, au fur et à mesure où elle rejette le sujet, produit l'envers inconscient, son envers inconscient, c'est-à-dire le sujet de l'inconscient qui est l'objet de la psychanalyse. Donc, ma bonne nouvelle, s'il y en a une ce soir, ce serait de dire que la science et la psychanalyse vont plutôt ensemble, et que le sujet de la science, évidemment, c'est l'objet, c'est l'objet de la psychanalyse, que donc ça va ensemble. Je ne suis pas sûr que de ce point de vue-là, on soit dans un état, au fond, de déréliction quant à la fonction paternelle, qui est, il faut bien dire, la grande, quand même, la grande ancienne qu'on nous raconte aujourd'hui, qui est l'option dominante de la psychanalyse d'aujourd'hui, dans le champ psychanalytique d'aujourd'hui, au fond, cette idée de déclin, enfin, qui traverse tout le champ analytique par ses voies les plus autorisées. C'est pas déclin du père, déclin du non du père, déclin de ceci, déclin de cela, nouvelle pathologie que j'ai déjà dit strictement introuvable, comme le fameux déclin. Encore faut-il savoir ce que c'est qu'un père, effectivement, faut-il en débattre. Donc, on est là ce soir pour faire le point là-dessus, dans cette perspective que j'ai donnée au séminaire il y a longtemps, à savoir, après avoir refait cette archéologie critique de la thèse du déclin du père, je voulais savoir comment Mustapha Safran se pose, au fond, enfin, quelle idée il a, quelle manière d'exprimer ça il a, et qu'est-ce qu'il voit, ce qu'il entend plutôt comme modification de la subjectivité, je ne dirais pas postmoderne parce que j'ai horreur de ce terme, mais de la modernité tardive. C'est ça, bon, alors vous voyez, tout ça fait vous montre l'intérêt de ce livre qui, de mon point de vue, est capital, et puis un tombeau de questions, naturellement, que je passe, disons maintenant, la parole à Mustapha Safran pour qu'il présente et qu'il dise ce qu'il a à dire. On engage un échange sur ces questions essentielles de la psychanalyse d'aujourd'hui. Je veux traiter le point que vous avez abordé dans l'ordre pas forcément dans lequel vous les avez dit, mais dans l'ordre dans lequel je les ai écrits ici, j'ai pas écrit ici. Vous avez fait état de cette phrase que je trouve un peu trop désinvolte, mais à laquelle je souscris quand même une fois que je l'entends, à savoir que les opinions, il n'y a jamais d'intelligence, mais l'intelligence est dans l'expression. Oui, ça je le soutiens. Il suffit de penser à n'importe quel mot d'esprit. Par exemple, le Blanc a dit à propos de la confiscation de biens de Bourbon par Napoléon III, c'est le premier vol de l'aigle. S'il avait dit « c'est un voleur », c'est-à-dire dans le mot d'esprit, il y a quelque chose toujours même agressif, il y a quelque chose de l'ordre d'une intelligence fraternelle. C'est pas bête. Et ça, c'est tout à fait autre chose que... Il y a une différence entre dire un homme que j'estime stupide, qui a été désigné comme ministre de l'Agriculture, alors je dis ironiquement, ah, j'ai appris qu'on l'a mis devant le charrue. Et là, ça c'est... S'il avait dit ça, ça sera une opinion comme une autre qui se discute. Alors voilà, ça c'est pour une question. La deuxième question que j'ai notée, c'est l'histoire des deux civilisations. Au fond, moi je me suis limité à ce que j'ai appelé civilisation européenne parce que je pensais surtout à la région méditerranéenne. Il y a la théorie générale de Max Weber sur le marché, sur la religion, comme le marché fait pour les articles de salut.
Donc c'est la religion où la définition de Max Weber s'applique par excellence. C'est à cette région-là que j'ai pensé. Et j'ai fait une réserve concernant le monde islamique ou arabe, parce que là, c'est une région qui, depuis des siècles et des siècles, l'État avait déjà usurpé l'autorité du père, pas seulement, mais c'est toute la famille qui est devenue une formation secondaire par rapport à l'État. Ce qui fait qu'il y avait un modèle qui n'était pas tout à fait le modèle du père, de la famille, mais du chef de l'État, ce qui change quand même beaucoup, non seulement à la structure subjective, mais même à la fonction de la parole, en tant qu'il ne vise pas au compromis ou à la négociation ou à l'entente, mais c'est un commandement ou à l'obéissance. Mais alors là, donc, cette prévalence de l'État antique, depuis, encore une fois, des siècles, a fait que j'ai hésité un peu. Et pendant que je vous parle maintenant, je me dis, mais c'est un peu la même chose qui est arrivée au 19e, quand l'État aussi a pris la part incomparablement plus importante que la part de la famille dans la vie de l'enfant. C'était l'État qui considère l'enfant comme un dépôt chez la famille, en attendant, mais n'entendant même pas, mais déjà dans les premiers mois, on nous met à la crèche. Mais enfin, c'est donc cette différence concernant le rapport de la famille à l'État dans cette région qui a fait que je me suis un peu réservé. Mais dans la mesure où maintenant c'est quand même, il faut lire quelqu'un comme Emmanuel Todd, avec tout ce qu'on dit concernant l'universalité de la famille, qui n'a absolument rien de biologique, mais enfin les familles, disons, conjugales avec l'époux et l'épouse de l'enfant. Même quand un bonhomme prend une femme qui appartient à une société, à un peuple linéaire, c'est-à-dire une femme qui appartient à une lignée maternelle, il va, mais n'empêche qu'il compose avec la femme ce qu'on peut appeler un ménage, et il vit seul. Et même dans ce qu'on appelle les maisonnées, c'est-à-dire les grandes maisons où la famille n'était pas seulement le couple, mais un arrière-grand-père, mais quand le fils se marie, il vient avec la femme, il s'installe dans la même grande maison. Mais n'empêche que chacun avait quand même son coin avec son enfant et sa femme. Alors avec cette universalité de la famille, je ne sais pas, on peut le dire, soit nucléaire, soit conjugale, c'est depuis la Slette, avec son livre sur le monde que nous avons quitté. Alors, ça pose la question, en tout cas, ça rend l'hypothèse de l'universalité de l'Oedipe, ça la renforce, ça la rend probable. Alors, mais, encore une fois,
je me suis limité dans l'ère où je pouvais toucher presque du doigt de lien entre la religion et la faute. Alors donc, pour ce qui est de la métaphore paternelle, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a d'abord la question de la première identification dont on ne parle pas, je ne sais pas pourquoi, celle qui précède de peu l'Oedipe, comme dit Freud, c'est-à-dire c'est à l'âge de 2 ans et demi, et qui est l'âge où l'enfant a commencé déjà à utiliser la parole autrement, d'une façon qui dépasse le simple usage pour la demande. Il peut déjà injurier, caresser avec la parole, etc. Il ne se vient pas. La parole n'est pas limitée à la demande, déjà. Et puis, c'est un enfant qui est à peine sorti, à l'âge de 2 ans et demi, à peine sorti de la phase du corps morcelé. Et alors, dans la description de Freud, il dit qu'il veut être à la place de son père partout, et il veut le dévorer. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette dévoration fusionnelle, si ce n'est que déjà à cet âge-là, cet enfant est saturé par le vœu, un vœu qui ne peut que s'exprimer comme ça, être daddy. C'est un vœu qui le transporte d'une zone où il touche presque à sa décence corporelle pour se plonger dans une zone d'être. Et c'est là, avec cette idéalisation, qu'il y a un manque qui alimente le projet de l'enfant par la suite. C'est là, avec l'inscription, parce qu'on peut dire maintenant qu'il y a à ce moment-là, il y a une instance qui s'inscrit, qui est l'instance de l'idéal du Père. C'est cette instance-là qui se transporte dans une zone d'être qui n'est pas corporelle. Et c'est cette instance-là qui est la racine, si on peut dire, de sublimation chez l'homme. Et là, donc, qu'est-ce que ça veut dire que précède l'Oedipe? C'est-à-dire, à partir de 3 ans et demi, surtout le moment décisif autour de 4 ans, l'enfant s'aperçoit que ce daddy fonctionne aussi, quand on dit, comme signifiant du désir de la mère. S'il faut le génitif, il faut le prendre dans 2 sens. Son désir pour la mère et le désir de la mère pour lui. Elias. Et c'est une perception décisive. C'est une perception décisive parce que jusqu'à là, l'enfant était, ou bien il y avait le rapport de l'amour primitif, premier, l'amour qui conditionne l'acceptation même de la vie. Je me suis étendu là-dessus dans le livre. Et puis il y avait vraiment des objets qui fonctionnent comme symbole de cet amour, notamment le sein, par exemple. Mais tout cela s'effectue à travers une parole qui demande, qui pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la demande? Pourquoi elle-même? Qu'est-ce que je représente pour elle? C'est-à-dire, c'est une interrogation infinie sur le désir de l'autre. Maintenant, 3 ans et demi, 4 ans, elle voit qu'elle a le désir. Le désir est là. Et que le désir a un signifiant, et que ce signifiant, c'est le nom du Père qui le donne. Et alors, à partir de cette
il y a là une substitution qui donne l'idée de ce que Lacan appelle le phallus, qui a été toujours reconnu dans la civilisation antique. Il faut être bête pour voir dans ce phallus l'image de l'organe, alors qu'il fonctionnait comme symbole de la fécondité, comme symbole de l'authenticité, de la propriété, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un terrain ou un château, il peut mettre un phallus pour dire que ici c'est propriété privée. Et alors donc, il suffit de l'enfant avec ce que le vœu de la première identification, avec la substitution, cela qui crée la signification phallique avec toutes ces valeurs symboliques. Toutes ces valeurs symboliques. Je dirais même que, comme le père qui est intéressé dans la mise en place de l'idéal du père, parce que l'enfant quand même s'aperçoit que même à 2 ans et demi, que sa mère ne l'a pas fait toute seule, que c'est lui qui le lui a donné, parce que tout se pense en termes de don. Donc c'est lui qui est son auteur, c'est lui le créateur. Je dirais que si la scène primitive, le fantasme de la scène primitive est toujours traumatique, même inabordable pour certaines conditions, c'est simplement, c'est parce que le créateur est rabattu sur le baiseur. C'est ça le ressort de l'angoisse. Alors donc, il y a l'idée elle-même de phallus comme manque, comme symbole. Pourquoi Lacan a dû l'introduire? Parce que quand nous avons commencé l'analyse, quelque chose est venu, qui est la fonction de dessin, ou des objets partiels, surtout les seins et les fesses. Mais c'était justement des objets qui n'étaient pas l'objet ni d'un demande, ni d'un désir au sens de quelque chose que j'arrive à réaliser. Mais c'était qu'on manque, qui alimente le mouvement subjectif par la suite, ou qui fait la répétition. Parce qu'autrement, il ne s'attend pas, mais qui fait la répétition. Seulement, ces objets-là, on a aussi remarqué qu'ils ne jouent dans l'analyse que pour autant qu'ils sont sexualisés. Et pour autant qu'ils sont sexualisés, c'est-à-dire que sexualisés même à le sens de phallique. C'est-à-dire que le sein, c'est un sein phallique, et le fessier, c'est phallique, etc. Et là, à partir de ce moment-là, la question, mais qu'en est-il de la sexualité au niveau dit génital? Alors, justement, au niveau dit génital, il se trouve que la théorie classique, c'était les phases de la libido qui se terminent par aboutissent à cet état-là, à laquelle le névrosé n'arrive pas parce qu'il est trop fixé aux états précédents. C'est à cet état-là que l'autre est saisi comme un tout, pas comme un objet partiel, il est saisi authentiquement. Alors tout ça, ça passait pour l'évidence même, alors que tout ça, peu de réflexion, peu d'honnêteté dans la réflexion, montre que c'est un mythe. C'est un mythe. Personne ne peut dire que l'homme et la femme sont comme ça, que le rapport entre eux est quoi que ce soit de comparable de rapport biologique dit génital. D'abord, ni l'homme ni la femme ne se satisfait d'être considéré par l'autre, ni comme un objet de son besoin,
ni comme un objet de son simple amour. Mais il faut qu'il y ait une troisième variété de manque. Et c'est pour répondre à cette question, au lieu de tomber dans le mythe de la phase génitale, que Lacan a inventé cette métaphore paternelle où le phallus joue comme un signifiant de l'être. Parce que la to be or not to be or not to be, le phallus. Il y a le désir dans la mesure où le sujet accepte not to be le phallus. Renonce à ça. C'est-à-dire, tous les ravages de nombreux hommes viennent de ce qui s'appelle la phase phallo-narcissique. Mais je peux vous introduire une question là? Hein? Je peux introduire une question là? Vous voulez introduire une question? Oui. Je suis tout oreille. Parce que, bon, là vous décrivez quelque chose effectivement de la phallicisation de l'enfant, donc il doit se déprendre. L'enfant doit se déprendre donc de cette phallicisation pour éviter d'être l'objet de jouissance de la mère. Donc, sinon, c'est la voie vers le destin des psychoses supposées. Mais enfin, la question que je... Donc, alors, est-ce que pour vous, au fond, cette idée not to be le phallus, ne pas être le phallus, qui est effectivement le piège du garçon, c'est être le phallus, est-ce que c'est le piège de la fille? Est-ce que c'est le piège de la fille aussi? Parce que ça me semble un peu différent. on va revenir à la question. D'accord. La question, c'est que ici intervient le désir dans son rapport à la loi, c'est-à-dire quelque chose qui signifie comme quoi il y a une jouissance, comme dit Lacan, qui vous est refusée. Et au regard de cet impératif, si je veux dire, qui fonde le désir comme tel, la satisfaction comme tel, parce qu'il n'y a pas de satisfaction de l'un sans la satisfaction de l'autre. Donc, autrement, vous pouvez dire que tout le lacanisme a été reprise de Hegel pour donner à la conception purement imaginaire de désir chez Hegel comme désir de l'autre au sens du petit autre. Il y a une expression viennoise du temps de Freud, justement, je crois moi-même qu'on le trouve dans la Traumdeutung, Saladhund, c'est-à-dire le chien, ça n'a rien à foutre avec la salade. Mais quand elle voit un autre chien avec une feuille de salade dans la bouche, il lui faut. Autrement, désirer, c'est de posséder l'autre. Il n'y a pas de coexistence possible. Donc, cette phase d'Oedipe, avec l'idée de nom d'Oedipe, le change d'Oedipe, le sens d'Oedipe change complètement. Ce n'est plus une histoire d'une phase psychologique où il s'agit de ceci ou de cela, mais c'est un mode d'entrée dans l'ordre où le désir va avec un ordre de loi. Seulement, il y a quand même une telle soumission de l'enfant à la toute-puissance maternelle, entre autres, et puis il n'y a aucune idée de l'objet et de l'importance de don, soit tant du point de vue des besoins que du point de vue de la signification, de sa signification comme symbole d'amour. Tout ça fait que quand l'enfant veut savoir qu'est-ce qu'il est pour l'autre, il va s'identifier avec le signifiant de la demande. Il est toutes les demandes. C'est ça qui fait le fantasme. C'est qu'il pourra répondre à la question de qu'est-ce que sa mère désire en s'identifiant lui avec cela qu'on voit les fantasmes. Et c'est pour cela ce qui donne à la phase où
on touche à l'effet de l'élément de la métaphore paternelle, c'est-à-dire c'est là qu'on touche à ceci, à savoir à la castration symbolique, toute son importance dans la distanciation du sujet des identifications régressives, parce que pour les fois ce sont des identifications à des objets de demande mais phallicisés. Alors donc, il s'agit de dégager dans un monde où, d'ailleurs c'est terrible, l'histoire du sujet qui, une fois est arrivé à l'âge de 3 ou 4 ans, son père part, il n'a jamais entendu son père lui exprimer un projet ou une promesse pour cet enfant. Il reste enfermé dans les désirs comme ça, dans ce monde. Alors donc, la fonction du père paternel est extrêmement importante dans la mesure d'abord où il ouvre les portes de l'avenir, et puis dans la mesure où elle donne au désir un statut de reconnaissance qui le rend à même de se réconcilier avec la coexistence, et la névrose vient justement de cette identification à des objets régressifs sur un questionnement. Donc on a pu trouver le modèle chez Hamlet, là. Oui. Alors, je marquais ici aujourd'hui, c'est-à-dire pour ce qui se passe de nos jours, le nombre d'ouvrages sur l'Amérique, Fatherless America, ou bien Throw Away Daddy, ça veut dire les pères au rebut. Il y a même des écoles pour apprendre comment être père, c'est-à-dire comment soigner l'enfant, etc., partager toutes les tâches. Bref, mais ce qui est important, ce n'est pas seulement que c'est pas une histoire d'autorité, d'ailleurs, parce que lier les faits normatifs de la paternité à ce qui s'appelle l'autorité du père, c'est faux. Parce que tout le hic, si le père est un personnage, le père réel est un personnage qui effectivement croit à son propre autorité, et au point qu'il se prend pour un législateur, qui sait le bien absolu, comment tenir voir, le mal absolu, comment on l'évite, ça donne le père de président Schreiber. Alors, l'important, c'est que le père sache lui faire comprendre que lui-même, le père, est quelqu'un qui ne fait pas la loi, mais qui s'en autorise. C'est différent. Alors, la question n'est pas une question de où est l'autorité. Mais la question, quand il y a un cas, ce qu'on appelle un cas limite, par exemple, qui devient maintenant le modèle de demande à l'heure actuelle, le cas classique, je me demande où est-ce que vous les trouvez, phobie, obsession, ça devient de plus en plus rare. Maintenant, c'est le cas limite. Mais déjà, l'homme loup était un exemple. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue un homme? Lui, le nom du père certainement existait chez lui. Existait chez lui et dans sa culture aussi. Mais
peux dire que l'idéal du père se formait, c'est pour ça qu'elle a pu penser au mariage. L'idéal du père se formait, mais à la phase même de l'Oedipe, son père était absent, était déprimé, était tout le temps chez le psychiatre, au point qu'on me demande si sa femme était son épouse ou son infirmière. D'ailleurs, lui-même, le moral, a épousé une infirmière. Bon, alors, c'est là que la métaphore paternelle foire. Il y a des significations, mais il n'y a pas forclusion, mais il y a ce que vous appelez l'échec ou le ratage de la métaphore paternelle. Ça fait les cas limites. Alors, nous sommes là maintenant. Nous sommes là maintenant pour l'avenir. Quand je parle de ces livres américains, ce n'est pas que ces livres-là, rien qu'avec leur titre, m'incitent à parler de l'effacement de la paternité. C'est parce que les auteurs de ces livres, qui sont des sociologues, professeurs dans les universités américaines, c'est quand même des usines pour fabriquer du savoir. Alors, c'est déjà bien renseigné, mais quand ils parlent de la famille, ils l'appellent la famille traditionnelle, la famille biologique, la famille telle qu'elle l'a reconnue tout le long de l'histoire. Ils la considèrent, c'est une méthode biologique de reproduction qui nous montre. Pourquoi donc ne pas utiliser d'autres méthodes qui sont à notre portée grâce à la science? Alors, ce qui veut dire que l'idée même de la paternité ne passe plus. Parce que quand même, il y a une différence. L'apport de l'enfant à la mère est naturel. On peut dire parler, c'est le seul cas où on peut parler de quelque chose de naturel. Mais l'apport au père n'est absolument rien de naturel. C'est une fiction. C'est la mère qui dit, voilà, celui-là est votre père. Là, il faut la croire ou ne pas la croire. Mais c'est une fiction juridique. C'est pour cela que quand on pose la matière et l'esprit, etc., l'esprit de côté du père, c'est parce qu'effectivement, c'est pas que c'est vrai, mais ça revient à ce fait que les deux relations ne sont pas du tout comparables. Alors ce même caractère qui rend les deux relations pas comparables, complètement oublié. Il y a vraiment un effacement de l'idée même de la paternité. C'est pas que les enfants ont tué les pères, que l'Oedipe a disparu, non. Je dirais même que c'était plutôt le contraire. Je veux dire que si ces changements ont eu lieu, c'est parce que les braves pères, non, malgré l'infatuation de l'individualisme, n'ont rien fait dans l'orientation de leur destin comme nation que de laisser l'État au service du capital, prendre leurs enfants et les faire jouer dans des guerres par des paquets de millions. 2 guerres mondiales, on n'en a jamais vu en nombre. C'est pour ça que comment ça s'appelle, Éluard a écrit en 1942 un poème intitulé Lettres aux Allemands, et ça commence par Dadi d'Irwin. Ça se termine par ton enfant est mort et assassiné. Alors, il y avait là, c'est l'échec de la fonction paternelle africaine, avec en plus le fait d'une autre révolution qui est une révolution informatique à la place qui a suivi la révolution industrielle, mais qui a l'avantage d'être tout à fait accessible à la femme, qui peut y briller encore plus que l'homme. Alors tout ça a fait que le monde change. Et ce à quoi
nous assistons d'ores et déjà en Amérique, non seulement le dupe est en train de devenir une page de passé, déclarée comme telle, mais la psychanalyse avec. Maintenant, après la guerre, vous ne pouvez pas vous imaginer l'orage, comme on disait, le nombre de tous les psychiatres, n'est-ce pas, de Columbia, de New York jusqu'à San Francisco, nous voulaient être des analystes. Maintenant, la Société psychiatrique américaine paye les psychiatres pour qu'ils acceptent de se former analyse. Alors, est-ce que j'ai oublié de... Non, ben non, oui, parce que je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Bien sûr. C'est la différence entre filles et garçons pour ce qui concerne la phallicisation. Parce que si on comprend bien comment un garçon est piégé dans sa fonction de garçon, on va dire, c'est-à-dire quelque chose par l'identification au phallus, en réalité chez la fille, c'est plutôt bienvenu qu'elle soit identifiée au phallus. Donc ça pose il y a une question, au moins une dissymétrie. Je ne sais pas comment vous traitez cette dissymétrie. Il me semble qu'on ne peut pas faire comme si c'était la même chose. Il me semble. Non, elle est même chez le garçon. Il y a une confusion entre désir et demande. Oui, alors, ben oui, alors donc, il croit, il peut croire qu'au niveau du désir sexuel, il y a aussi un objet qui y répond, et que cet objet le voit dans cette partie du corps. D'où le surinvestissement qu'il... Oui, mais la fille aussi peut croire que assimiler l'objet d'une demande, parce qu'elle peut le demander, jouer avec à son petit frère. Mais en tout cas, il y a une confusion entre l'objet de demande et l'objet cause des désirs que l'on manque, qui est justement ça à quoi il faut les débarrasser de cette confusion. Il y a des listes pour qu'on se débarrasse de cette confusion. Mais la confusion elle-même est commune. Il peut y aussi, il y a des cas cliniques qui ont été étudiés, comme, surtout par Joan Rivière. Il peut y avoir une femme qui partage complètement cette croyance que c'est cet objet-là, et que comme il y voit l'objet qui répond au désir, il peut avoir des fantasmes d'appropriation. Bon, donc je crois qu'on peut demander à la salle, d'abord à Maria, puisque vous étiez... Et par rapport au livre, oui. J'ai fait un résumé, mais par rapport à ce que vous dites du livre qui vient de sortir en Amérique, qui ferait un effet normatif sur la paternité, ça existe aussi en France, qu'il y a beaucoup d'argent pour tous qui travaillons avec la petite enfance. Il y a beaucoup de formations sur les soutiens à la parentalité, où il y aurait un savoir-faire, un coaching parental, où on pourrait apprendre aux parents comment faire pour devenir père, concrètement. Il y a un savoir-faire. Oui, c'est... donc elle reprend, elle approuve ce que vous dites d'une certaine manière en disant que c'est pas seulement aux États-Unis qu'on apprend à faire le père, et que maintenant aussi en France, parce qu'elle travaille dans un lieu où on s'occupe des enfants, à la Maison Verte, plus précisément, ils ont des formations aussi qui sont proposées où on apprend aux Français aussi comme aux Américains à faire le père et la mère, comme si, au fond, ça relevait d'un savoir, disons, scolaire. Apprenez à faire le père. Alors la question qui est posée, c'est est-ce que, bon, faire le père, est-ce que c'est du registre de ce qui s'apprend, ou est-ce que la métaphore paternelle, c'est quelque chose qui est dans le langage
et qui n'est pas du tout quelque chose qui s'apprend, c'est pas un savoir. C'est pas un savoir, c'est précisément un trou dans le savoir. C'est un défaut dans du savoir. Donc on a là une question de tension interne, en tous les cas, entre les deux mouvements. Le mouvement social qui effectivement essaye d'apprendre aux gens à faire le père, la mère, etc. Et l'idée des structuralistes, de Lévi-Strauss et donc de Lacan, au fond, qui est que, en fait, la fonction paternelle, le nom du père, c'est un signifiant insignifiant. Voilà ce que dit Lacan en ce qui concerne en particulier, par exemple, le cas du petit Hans, que vous connaissez bien. Donc le petit Hans, il produit au fond insignifiant avec lequel il va remanier tout le reste. Donc on a des conceptions très très différentes de ce que c'est qu'un père, et dans le champ analytique aussi. Et donc ce qui se passe aux États-Unis, apprenez à faire le père, c'est ne pas comprendre ce que c'est, le cas pour les psychanalystes, que ce que c'est qu'un père du point de vue de la constitution du sujet de l'inconscient, qui serait tout à fait autre chose, puisque au fond le sujet de l'inconscient c'est le fils du langage, c'est pas tellement le fils de la famille. Je me demande s'il n'y a pas, si Lacan, l'opération de Lacan, n'est pas justement de sortir d'une idée familialiste de la famille, du sujet de l'inconscient. Vous voyez ce que j'essaie d'indiquer, c'est que, bon, finalement... Oui, mais il y a quand même quelque chose sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord, parce qu'elle y a le père, c'est une chose, et le nom du père, c'est autre chose. Le nom, ce n'est pas une affaire simple. Il faut bien vous mettre dans la tête, on dit l'homme habite le langage. Non. L'homme vit dans un monde qui habite le langage. C'est-à-dire, quand on est né dans un monde où déjà les choses, donne-moi ceci, donne-moi là, les choses ont leur nom. Je vois une table, tu avais le chien, les choses sont nom en nom. Il n'y a que dans le mythe public que Dieu fait venir passer les animaux un par un pour donner à chacun son nom. Mais au fond, ce Dieu biblique, c'est une fantasmagorie autour de ce que Lacan appelle le grand autre. Il y a un lieu où il y a le trésor de langage, ça veut dire que le langage, on ne la reçoit jamais, on la reçoit toujours, mais jamais on ne fait le langage. C'est ce langage qui fait l'homme, c'est pas l'homme qui fait le langage. Alors, il y a là un premier point. Dans l'isolation mentale d'un nom, que par exemple, quand on dit le triangle, ça devient une source d'élaboration mentale qui donne par exemple, toute les théories le concernant dans la géométrie euclidienne, à commencer par la théorie concernant la forme de cet angle. Alors que si jamais vous prenez un instrument pour mesurer les angles et faire l'addition, vous ne trouverez jamais 680 degrés exactement comme ça. Jamais. Alors donc, le nom est déjà la source d'un savoir beaucoup plus riche que l'empirique, que l'objet empirique. C'est pour cela, à la limite, Platon a raison de lui donner une réalité plus grande. Et puis tous ces facteurs-là font que si vous voulez, le X, dans le mathème de Lacan, le X qui n'est pas touché par la castration symbolique,
Ce X-là, c'est le X qui réside dans le nom. Et même dans le nom, le nom isolé comme ça mentalement, prête toujours à une certaine idéalisation. L'idéalisation que se trouve presque, ça traîne avec tous les noms. Quand on dit voiture, il y a l'idéal de la voiture, mais il y a aussi la voiture idéale qui ne sera jamais aussi idéale que l'idéal de la voiture. Alors il y a un poids de mots qu'il faut bien apprécier pour savoir mesurer ses effets. Alors quand à ce qui se passe maintenant, on peut dire que la défaillance des pairs réels par rapport à ce que ce nom était censé produire ou était à même de produire, la défaillance réelle est allée au point que le monde lui-même a perdu tout ce qui constituait son autonomie. Au fond, vous posez que la défaillance du père réel ou des pères réels aurait affaibli, disons, la puissance du nom. C'est ça votre oui, ça idée. Non, oui, il y a ça, mais il y a aussi la technologie. Et maintenant, il y a des familles qui s'appellent les familles des donneurs numéro 180, le donneur de sperme. Ah oui, mais quel est son... Il y a des familles qui se considèrent comme des cousins, parce que c'est le même donneur. Le procès concernant, par exemple, est-ce que la mère elle est celle qui a donné l'œuf, ou bien la mère, est-ce que c'est celle qui a porté l'enfant dans son ventre? Alors les juges perdent la tête, ils n'arrivent plus à savoir comment. Le problème de parenté qui en résulte, c'est quelque chose d'inouï. Donc voilà. Alors le père du nom devient un sperme. C'est ça qu'on mesure l'affaire. Le père maintenant est démontré biologiquement. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu de contradictions parce que dans le procès, le jugement, il y avait un état où le bonhomme, l'amant dit c'est mon fils, et puis comme c'est biologiquement démontré, ah oui, c'est lui le père, mais il y avait dans un autre état où elle dit non, non, ça ne suffit pas, c'est celui l'autre qui l'a reconnu. Bon. Mais enfin, ça revient finalement à la loi quand même. C'est quand même un juge qui tranche. Alors, des questions donc de la salle? Non, mais non, parce que tout ce mouvement-là, Oui. est fondé sur ceci que ne voit que le don de l'amour, et que le don le plus... Qu'est-ce qu'il y a-t-il un don plus beau de l'amour, ou une preuve plus belle de l'amour que le don d'un enfant? Alors l'enfant est à la fois le symbole de l'amour suprême et une marchandise. Alors, autrement dit, parce que vous avez dit, il n'y a pas de désir dans cette affaire, il y a une régression civilisationnelle à la phase pré-oedipienne. Est-ce que le développement, par exemple, le développement des formidables, des technologies médicales, de procréation médicalement assistée, est-ce que c'est pas un effet
même pas du désir, mais de la jouissance des mères qui veulent à tout prix avoir un enfant. On voit bien que ce sont les mères qui se servent des... Mais non, oui, les hommes aussi. Oui, Écoutez, Los Angeles est connu par le nombre énorme d'homosexuels. Ah, bah oui. Bon, mais C'est il y a des aussi, mères. mais, oui, mais il y a aussi, autour de Los Angeles, il y a des quartiers très catholiques. Et les filles catholiques et les homosexuels du centre-ville sont très amis parce que tous admettent qu'il n'y a rien qui vaut que l'amour. C'est-à-dire comme Dieu nous avait commandé d'aimer non pas le prochain, mais le pauvre petit enfant. Non, mais c'est dingue. Alors, la question c'est que, on peut dire, ce mouvement-là, avec la disparition de l'Oedipe, c'est la disparition d'un désir et c'est la régression vraiment au pré-Oedipe. Bon, donc c'est une question en tous les cas qui reste ouverte, qui questionne. Alors cette fois, parole à la salle, si la salle veut la prendre. Oui, Kevin. Il y a deux points que j'ai trouvé très éclairants dans le livre. Cette espèce d'équivalence entre Dionysos, le désir et la chose freudienne. Et puis il y avait Oedipe, qui n'est pas un héros, qui est un tyran. Donc, il y a ces deux points. Je me suis dit que ça pouvait se donner une même coordonnée. Dionysos, vous dites qu'il vient de Lydie, vous nous rappelez ça. Le tyran aussi, vous mettez dans une parenthèse que le mot tyran, ça vient de Lydie. Et puis l'argent, chez les Grecs, ça venait aussi de la Lydie. Alors il y aurait une espèce de berceau du tyran, du désir et de l'argent, comme si ça allait ensemble, peut-être. Bon, c'est une question que je vous pose. Est-ce que l'argent, les tyrans et le désir, ça va ensemble? Et l'autre, si Oedipe c'est un tyran, aujourd'hui on parle beaucoup, il y a un terme qui n'est pas une catégorie freudienne, qui n'est pas une catégorie analytique, ce serait l'enfant, le tyran domestique. Ça on aime beaucoup, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Le tyran domestique dans la famille, ce serait l'enfant. Alors là, je donne peut-être un peu d'eau à votre moulin, mais... Oui, mais alors, est-ce qu'il y a une question que vous me posez? Oui. Laquelle? Est-ce que le tyran domestique actuel, le tyran domestique, Le tyran domestique. Ah ouais. il y a l'enfant aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que c'est un tyran domestique. Est-ce que c'est encore le petit Oedipe, mais du coup non pas héros, mais tyran? Oedipe serait pas... Oedipe ne serait plus un héros, mais Oedipe serait un tyran. C'est vous qui le dites. L'enfant. C'est ce qu'il a entendu de votre proposition. Moi, Pas... je suis que l'enfant plus que jamais maintenant victime. Ah, voilà. Enfant victime. Bah, c'est le Christ quand même, l'enfant. Ah Le ouais, Christ, on l'enfant. le demande, ah bah oui. Voilà. Il n'y a qu'à voir leur tourment autour, où est maman, bah, quand les deux parents sont des hommes, où est mon père, la ténacité avec laquelle il se dépense dans la chère recherche de la... Bref, ce n'est pas sans raison que je dirais que l'enfant est maintenant victime. Et puis, c'est quand même, j'allais dire, de sujets parlants, les choses sont destinées à parler. Quand ils voient qu'ils doivent leur existence, leur arrivée au monde à la somme qu'on a payée, ça ne le flatte pas tellement. Mais il y en a peu, il y en a peu qui sont dans cette situation. En général, on ne paye pas. Enfin, Mais non, les parents passent leur temps à payer après toute leur vie, mais au début, ça paraît gratuit. Après, évidemment, on se réveille. Mais, non, vous n'avez aucune idée de ce que coûte le grand sperme
Ah, ni surtout quand vous non, achetez l'embryon. non, mais ça existe, oui. Mais oui, Oui, mais c'est minoritaire. oui, les embryons, on ne sait plus que faire. Ils sont dans le frigidaire, là, dans le congélateur. Et on a voulu les détruire. Il y a, je ne sais quel État qui a refusé qu'on les détruise parce que c'est du vivant. Et alors on ne sait plus que faire de... Surnuméraire. Ça s'appelle comme ça. Alors donc, pour l'achat d'un œuf, pour surtout le coût de la femme qui va, surrogatement, la femme qui va porter l'enfant dans son ventre, pour avoir un enfant, maintenant, c'est une opération qui coûte pas moins, au bas moins que dans les 45 000 $. Ouais. Oui, mais il y en a très peu qui passent par là. Hein? Il y en a très peu qui Il passent y a par déjà... là. Non. Parce que la plupart des enfants sont... Non. C'est déjà 30% des naissances sont in vitro. 30% des naissances. À l'heure actuelle, maintenant, ça commence à arriver là. En tout cas, si vous voulez, Non, je peux vous écrire en vous donnant les chiffres bruts. Oui, parce que 30%, ça fait 1 sur 3. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça compte par des dizaines, des milliers chaque année. Oui. En fait, vous pensez que le fait qu'il y ait un déplacement vers où tout devient marchandise, enfin, ça crée un effet une sorte de défaillance symbolique, quelque part, dans notre société. Ce déplacement. Oui. La thèse, c'est que si tout devient marchandise, alors ça créerait une défaillance symbolique. Est-ce que c'est comme ça que vous saisissez les choses de l'évolution de la civilisation d'aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que tout devient marchandise qu'il n'y a plus ou qu'il y a moins de fonctions symboliques? Non, mais il faut croire que c'est quand même l'idée, c'est les civilisations qui se sont succédées, c'est-à-dire la civilisation industrielle qui a fait que toute la famille agricole a disparu, que la famille est devenue en bourgeoisie, enfermée dans son appartement, sa vie privée. Pour la première fois, on voit une famille coupée du social. Nous vivons dans une société sans social. Comme l'a dit, le social est un vide rempli par les psychologues. Voilà. Oui, parce que les familles n'ont rien à transmettre. Ils ne savent même pas quoi éduquer. Ils ne transmettent pas un métier comme c'était le cas avant. Donc, c'est quand même la suprématie de l'État et la dépossession de la famille de tout ce qu'elle avait à transmettre, toutes ses responsabilités autrefois. C'est cela qui a été le premier coup. Ensuite, la vantardise individualiste a fait que tout un chacun croit qu'il était quelqu'un, un individu, qu'il a ce droit. Mais le résultat est que ces individus étaient des héros qui n'ont absolument rien, qui ne représentaient rien face au pouvoir du capital. Et que le pouvoir du capital, les guerres, c'était les guerres sur le marché. Et c'est des guerres, je ne connais qu'un seul père qui a protesté contre les guerres mondiales. Ce père prendra, c'est a valu une condamnation à la prison. Alors, autrement, on a laissé les enfants. Le résultat était après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait bien que les femmes occupent toutes les places qui avant étaient occupées par des hommes qui sont morts. Et d'autant plus qu'il y a une civilisation nouvelle qui a rendu leur travail pour eux, leur travail rémunérateur, tout aussi possible que pour l'homme. D'ailleurs, maintenant, ça aussi c'est un des phénomènes auxquels on assiste actuellement.
c'est la femme qui travaille, l'homme qui reste à la maison pour faire attention pour take care, comme on dit, des enfants. C'est une formule qui monte. Alors donc, pour la réponse à votre question, c'est quand même ce qui arrive est une fonction de la domination de la science sur la société. Question. Oui, à propos d'une phrase que je trouve au début de votre livre, vous écrivez « C'est l'impossibilité de réduire le sujet divisé à un objet de connaissance qui fonde la foi. » Hein? La foi? Oui. Oui. D'accord. Oui, Pour moi, c'est resté évident. Mais oui, vous avez raison, oui. C'est vous qui le dites. Et donc, si la visée de l'analyse, telle que vous la présentez, c'est l'assomption de la division du sujet plutôt que son objectivation, peut-on dire alors que la fin de l'analyse, en tous les cas, recèle quelque chose de l'ordre de la foi? Et en quel sens? C'est très bien. Écoutez, dans le premier chapitre, là, si vous prenez les choses au niveau de la langue, comme on dit la langue naturelle, le français, un logicien trouve que, à côté des affirmations que vous pouvez produire en articulant les signifiants de cette langue, il y a les affirmations, mais à toute affirmation, vous pouvez ajouter un article de négation qui la dément, si je peux dire. Donc, il n'y a pas, à ce niveau de la langue, il n'y a rien qui s'appelle la vérité, il y a un trou. Bon. Quand on passe au niveau de la parole, c'est la même chose, parce que si je dis la vérité comme ça, un G continu, ou si je dis le mensonge, un G continu, je serai un automate. Il y a le sujet parlant, c'est le sujet justement dont on ne sait pas, en se fiant à sa seule énoncé, s'il ment ou s'il ne ment pas. Parce qu'il y a toujours le dire derrière ce qu'il dit. Et vous pouvez, puisque je suis venu jusqu'à là, vous pouvez dire que dans la psychanalyse, le désastre de la psychanalyse autrefois, c'était, je ne sais pas comment on la pratique maintenant, mais c'était encore que le moi, c'est l'instance qui formule la phrase et qui comprend le sens du mot, et que c'est au moi qu'on s'adresse, et le moi, il s'agit de l'avoir comme allié dans la cure, etc. Vous connaissez la théorie, on le renforce en lui disant le fantasme qu'il ne perçoit pas, mais que nous savons, etc. On le grille avec notre savoir. En fait, tout ça, ça dit rien. Ce à quoi vous vous adressez dans une menée d'analyse, c'est justement le dire, le sujet de l'énonciation. Parce que ce sujet de l'énonciation, il ne tombe jamais dans il ne se désigne pas quand il se désigne, il dit je, voilà, c'est un jeu de l'énoncé. Il peut mettre tout ce qu'il veut, vrai, faux, peu importe. Mais le sujet de l'énonciation, si vous voulez un exemple, la psychanalytique, un peu plus simple. Un patient qui utilisait ces paroles comme ça arrive, c'est un article de Fries célèbre. On peut utiliser la parole comme un objet matériel, en l'occurrence comme un jet d'urine. Alors, il parlait, et puis à la fin de la séance, c'était un patient de El Lachar, elle lui a dit, je vous ai inondé cette fois. Alors,
En fait, elle était toujours aussi sèche qu'elle était alors elle lui a dit, en effet, mais avec en effet, elle a reconnu son fantasme. Il s'agit, parce qu'elle a, à partir de là qu'elle a obtenu un matériel concernant par exemple des fantasmes à Gulliver qui avec ses urines éteintes des incendies qu'on n'aurait jamais pu obtenir en lui disant carrément mais vous avez un fantasme urinaire. Il y a une phrase pour dire ce que vous savez. Le sujet d'analyse est un sujet, qu'il le veuille ou non, est un sujet spirituel. Il faut savoir lui parler. Ben oui, mais tant qu'on reste, qu'on parle au moi, c'est mal parti. C'est mal parti. Alors donc, pour la question de la foi, comme le savoir est interdit au niveau de la langue, et comme il est interdit au niveau de la parole, parce que l'autre, au niveau de la langue, il y a le trou là, dont parle Tarski, au niveau de la parole, il y a toujours le sujet, la division du sujet, c'est-à-dire tout ce qui se dit laisse le sujet de prononciation dans l'inconnu, ce qui fait que, ou bien je me demande pour savoir ce que je représente pour cet autre qui me parle, mais dans ce cas-là, je fais un fantasme, c'est ça le fantasme. Mais ou bien, et vous pouvez le dire, la fin de l'analyse, ça ne peut être qu'une relation fondée sur la foi. Évidemment. Ah ben oui. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait quand même, qui avait ce avec quoi il donnait, c'est quelqu'un qui a abandonné ses certitudes, les certitudes qu'il tirait de ses identifications sans savoir lesquelles. Quelqu'un qui a abandonné ses certitudes n'a d'autre recours que se laisser à la foi. Mais la foi en quoi? Hein? La foi en quoi? La foi aux promesses que lui donne l'autre. Oui, mais quel autre? Est-ce que c'est toujours... L'autre, les gens avec lesquels, c'est-à-dire à la fois... Oui. Ce qui s'appelle la parole, ou bien quand elle n'est pas soutenue de bonne foi. D'accord. Il faut s'opposer la bonne foi. Oui, c'est la foi en la parole de l'autre. Ouais. Voilà. C'est pas la foi religieuse, parce que le problème, c'est que là, on avait l'impression que ça, on voyait une fin d'analyse avec une conversion religieuse au goût. Évidemment, c'est un peu problématique. C'est pas la foi en la religion, c'est la foi en la parole de l'autre, qui est toujours fausse par ailleurs. Donc, oui. Ce qui relance la machine, d'ailleurs. Oui, mais la foi religieuse n'est pas sans avoir sa fonction essentielle, dans le sens que c'est une tiercété qui nous égalise tous, au regard de laquelle nous égalise tous. C'est comme ça que le garçon, si je veux dire, peut devenir père comme son père l'a été, puisque les deux sont les mêmes au regard de Dieu, le Créateur, c'est-à-dire préserver la place. C'est ce que je dis là autour de l'idéal de moi, le Père saisi comme celui qui m'a créé, et que ce que j'ai dit à propos de ressort traumatique de la scène primitive, du fantasme de la scène primitive, ça, c'est un niveau qui se traduit religieusement par l'égalisation de tous au ré d'un tiers
inter, si vous voulez, posé comme mais localisé, non pas dans l'inconscient, localisé au ciel. Mais c'est mieux que de ne croire à rien et jouer le tyran avec ses semblables. Mais alors, c'est un gros problème ce que vous dites là. Ah ben, Ah ouais. Alors moi je vais vous lire un... Vous aimez bien Ferenczi. Vous aimez bien Ferenczi. Ferenczi. Oui, oui. Alors je vais vous lire ce que disait Ferenczi à Freud Oui. en 1912. Oui. En parlant de Jung. Son souci principal n'est pas la théorie de la libido, mais celle de la communauté chrétienne. Il identifie la confession à la psychanalyse et ne sait manifestement pas que la reconnaissance des péchés n'est que la moindre tâche de la théorie psychanalytique. La plus importante est la démolition de l'imago paternel qui échappe complètement à la confession. Point. Il est évident que Jung n'a jamais voulu ni pu se laisser démolir par un patient. Il n'a donc jamais analysé, mais il est resté pour ses patients le sauveur qui se laisse baigner par les rayons de sa ressemblance avec Dieu. Et Freud lui répond 2 jours après: vos remarques sur Jung me paraissent tout à fait évidentes. Donc, je reprends les choses. D'une perspective freudienne classique, on ne peut pas considérer, je crois, il est très difficile en tous les cas de considérer, qu'une fin d'analyse pourrait être une fin par la foi religieuse. C'est que quelque chose de la... Mais qui a dit ça? Non, mais j'ai... Un peu quand même. Non, absolument pas. Ah ben voilà, alors il faut éclaircir. Moi, j'écris. Ah oui, alors éclaircissons. Non, Parce que ça se termine. C'est-à-dire, on aura laissé tomber ces certitudes. voilà, et y compris l'idéal religieux. Y compris la certitude religieuse. Mais ça, je ne discute pas, oui. Ah, bon. Oui, mais je parle à quelqu'un qui a la foi. Oui. C'est-à-dire que la foi, la religion et la foi religieuse est quelquefois un très bon antipode contre de grosses graves. Oui. Quand il y a quelqu'un qui est très croyant et dans l'analyse, il ne faut pas le chatouiller dans ce point-là. Parce que, en quoi parce que ça égalise. Ça égalise les humains, ce qui fait qu'il ne peut pas tellement culpabiliser quand il fait comme ses égaux. Oui. C'est une façon de... Démocratie alors. Non, c'est une façon de préserver la tiercité, parce que pour Freud, d'abord Freud déconne franchement. Oui, quand elle parle de Dieu comme protecteur, etc. Oui. Non, mais la question n'est pas là. La question c'est que il faut qu'il y ait un lieu de vérité, parce qu'autrement, la vérité, il faut la poser quelque part. On dit qu'elle est au fond du puits, mais le puits, c'est au fond le puits de Saint-Paul. Oui. Mais notre religion la met aussi au ciel. Mais ça fait un recours pour croire. C'est-à-dire ce qui s'atteste dans le serment. Je garantis ma parole en jurant au nom de ce tiers. Alors, ça donne une référence qui est indispensable pour aider certains sujets à porter le poids de la coexistence ou de la vie avec les autres. Non, mais moi je crois que toutes les sociétés sont religieuses. Toutes les sociétés sont religieuses. La question, c'est que la psychanalyse, son enjeu, il me semble, c'est pas de reconduire, évidemment,
le lien religieux, parce que le lien religieux dans l'analyse, il me semble s'installer dans la relation transférentielle au sujet supposé savoir, qui devient une sorte de Dieu dont on peut attendre la vérité. Mais en réalité, ça se termine par la chute de Dieu. Parce que s'il n'y a pas une chute du sujet supposé savoir, alors il n'y a pas vraiment d'analyse, je crois, qui a été opérée. Mais il peut y avoir une psychothérapie qui peut être faite du point de vue du Père. On peut aider des gens du point de vue du Père. Et les religions, c'est vrai, soutiennent beaucoup de sujets psychosés. Des sujets Mais à je la ne parle pas de la famille, je parle de ce qu'on peut appeler the second best. D'accord. The second best, c'est-à-dire l'analyse, Mais voilà, mais c'est une histoire qui concerne les uns et les autres. Mais dans l'ensemble, comme ça, de nos semblables, de nos prochains, encore une fois, je préfère quelqu'un qui fait appel à la foi religieuse, oui, mais Moustapha dans Safwan, la mesure où là, il y a un lieu non pas de protection paternelle, etc., comme dit Freud, ou de providence, mais un lieu de la loi. oui, mais est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui des meurtres au nom du Père mort dans Paris? Est-ce que c'est pas à ça qu'on a affaire? Alors la version... C'est le père des musulmans, celui-là, malheureusement, il ne meurt pas. Il n'est pas un père mort. Bon, c'est un... Oui, c'est un ça sera même une grave blasphème que de dire que Dieu est mort. D'accord, mais les pères, par exemple la guerre en Bosnie, a été menée par les orthodoxes dont je suis, donc en particulier au nom du Père mort contre des musulmans à l'époque. Donc ça veut dire simplement pour signaler le fait qu'à la fois toute société est religieuse. Je crois moi que le sujet de l'inconscient est toujours religieux parce que le ressort de Dieu c'est un désir inconscient, donc il est increvable Dieu d'une certaine manière, sauf par l'analyse. Je crois qu'on a une possibilité d'affaiblir le ressort. Bon, écoutez mon cher, oui. si les analystes pouvaient porter des armes, je vous assure, on aurait des guerres de C'est vrai. C'est peut-être des erreurs de Moi, oui. vous parlez de croyance. Pour moi, vous mélangez entre foi et la religion déjà, c'est-à-dire foi religieuse, ça n'a rien à voir avec la religion en mon sens. C'est vraiment lié à l'incertitude, d'accepter que c'est incertain et qu'il y a un certain inconnu. Donc je crois, c'est-à-dire il y a quelque chose que je ne connais pas et du coup j'accepte, je suis à terme avec cette inconnaissance. Mais déjà de ne pas croire ou penser que Dieu est mort ou quoi qu'il soit, tout ce qui est au-delà, je pense que c'est là la certitude. C'est ça ce qui est, ça peut être un peu grave dans le sens où il y a une ouverture aussi dans le monde, quelque chose qui est ouvert et on peut croire à toutes sortes de choses et du coup la croyance, je pense, c'est vraiment accepter qu'on est limité et qu'on est destiné quelque part à croire à quelque chose ou pas, mais en tout cas il y a toujours une affaire de croyance dans cette affaire qui est la vie même. Et je pense que c'est aussi la vie dans son lien avec la mort et l'inconnu, la limite. Et du coup, c'est pas, je pense de dire, par exemple, je crois pas, c'est déjà, pour moi, ça c'est... Non, mais c'est pas le je crois pas qui pose problème, c'est le je Et crois. le mélange entre la croyance et la religion, je pense que la religion, c'est une pratique, c'est-à-dire c'est vraiment... C'est une pratique, c'est une certaine règle, c'est une législation, ça n'a rien à voir dans le sens... Non, mais il y a des croyances délirantes. Oui, voilà, Oui, exactement, bon, c'est le moment où ça devient... D'accord, on va arrêter là. Merci pour cette soirée en tous les cas.